un plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, ancien président Jocelyn et Briver avec lui. Nous allons parler sous transition, expérience li, et puis façon de remettre les pouvoirs à des élus. Monsieur le président, bonjour, un plaisir pour nous recevoir matin. Bonjour, monsieur Alphonse. Bonjour toute l'équipe de Magic 9. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Magic 9. C'est un plaisir matin pour me partager. Bien content, nous bien content, monsieur le président, ou c'est un fonctionnaire de carrière, ou des travail dans l'État, vous occupez de hautes fonctions, ou sénateur de la République, président de la commission économie et finances, ou t'es dirigé un pays pendant une période de transition, 14 février 2016, 7 février 2017 et quelque part. C'est au nom de cette expérience de la transition que nous avons initiée avec vous, une série de conversations que nous avons qui ont une certaine expérience par rapport à la transition actuelle en façon de chercher les leçons apprises et à comment avancer avec un minimum de clarté, de lucidité et compte tenu d'abord l'heure de transition. Ça veut dire qui disposition constitutionnelle qui encadre la transition, comment la constitution est web processus là défini après amendement constitution 87. Chaque fois que nous parlons de transition, ce qui veut dire, ça sous-entend qu'il y a eu rupture de l'ordre constitutionnel. Que nous devons prendre à certains moments que nous pas prenions. Il arrive à un certain moment, monde qui était dans tête l'État, pour une raison ou pour l'autre, l'objectif est le pouvoir. Et à ce moment-là, il faut un mécanisme qui peut permettre deux cas, 91-94, il y a eu renversement du président Aristide et un vide, une vacance au niveau de la présidence a été créée. Et cette vacance devrait être comblée. Et en 2016, le président Martelly est arrivé au terme de son mandat, il n'y avait pas de successeur élu. Il y a une vacance au niveau de l'exécutif. Donc, il fallait combler. La transition a comme essence d'assurer le plus rapidement possible cet indispensable retour à la normalité constitutionnelle. Quels sont les articles de la Constitution qui gèrent cette situation? En pile monde pense que ou pas ta doué gagner vacances au niveau de la présidence. C'est pas effectivement vrai. Quand on prévoit plusieurs cas où un président de la République, les cas forcés, les cas quitter pouvoir, maladie, décès, incapacité physique ou mentale, et que par démission personnelle. Et ça crée un vide, ça crée une vacance. Et cette vacance, pour être comblée, on se réfère aux dispositions de l'article 149 de la Constitution. Et cette Constitution, cet article aussi, il prévoit dans quel espace temporel transition ça a assumé pour que rapidement le retour à l'ordre constitutionnel soit rétabli. Malheureusement, dans tout cas nous passé là, à chaque fois qu'il y a vacances présidentielles, nous provoquons une vacance gouvernementale. Et comme il y a vacances gouvernementales qui succèdent à la vacance présidentielle, nous toujours à recommencer le temps qu'il faut pour former un gouvernement, pour nommer un premier ministre. Deuxièmement, depuis 1990, les toutes premières élections générales organisées sous l'empire de cette constitution, bon, effectivement, nous avons appelé des élections de 88 du professeur Malinga. On n'a jamais arrivé à mettre en place le conseil électoral permanent. Et à chaque fois qu'il y a
une transition, nous obligés de reconstituer un conseil électoral provisoire. Donc, ces deux événements, un, la vacance au niveau du gouvernement qui n'est pas indispensable, qui n'est pas une obligation en cas d'une vacance présidentielle, l'inexistence du conseil électoral permanent, c'est deux éléments ça qui fait que toute transition l'y excédé durée de 60 à 120 jours que la Constitution en prévoit pour nous sortir là. Au moins, la mise en place du conseil électoral permanent est indispensable pour finir une fois pour toutes avec cette transition. Mais par contre, on ajoute un autre élément. Les présidents élus ne sont pas toujours enclins à organiser les élections. Ils veulent toujours provoquer ce vide parlementaire qui leur donne les pleins pouvoirs pour diriger le pays par décret. Or, la transition, d'une manière générale, découle des velléités des présidents élus à ne pas respecter les dispositions de la Constitution, notamment en ce qui concerne le renouvellement du personnel politique. Ok. Moi, je comprends là, clairement qu'on défaillance dans la place des institutions qui doivent être permanentes, une culture démocratique et républicaine qui fait que toujours on quête, et pour la quête du pouvoir, probablement, on aventure politique qui toujours, après que quelque part, ça mette nous dans certaines stabilité. Maintenant, au 14 février ou 2016, où il y avait président provisoire au terme d'une élection indirecte, parlementaire voté au dépend de M. Leblanc, et où réaliser élection avec l'argent de l'État et ses adversaires politiques, ou monsieur Moïse, ou du moins, on qui pas issu, en disant comme ça, de la même famille politique que au même qui arrivait à la présidence. Comment démarche ça t'es construit? Et d'entrée de jeu, Mabdiou, les négociations qu'on avait entamées avec le président Martelly dès la fin du mois de janvier 2016, lorsque le Conseil électoral avait décidé de renvoyer sine die le deuxième tour des présidentielles, il n'était jamais question de l'élection d'un président provisoire. Au 7 février 2016, le président Martelly a complété son mandat de 5 ans. Malheureusement, il n'a pas su organiser les élections qu'il aurait dû organiser pour arriver à l'élection de son successeur. Son départ, de toute évidence, va créer un vide au niveau de l'exécutif. Deuxièmement, le gouvernement qu'il avait appointé, dirigé par M. Evans Paul, n'avait pas été ratifié par le Parlement. Donc, ce qui veut dire, ou un vide au niveau de la présidence, ou un gouvernement qui est dépourvu de toute légitimité constitutionnelle. Donc, quelle était la démarche? Il fallait encourager le président Martelly à entamer des discussions, des négociations avec les acteurs politiques et les blocs politiques représentés au Parlement pour nommer un nouveau Premier ministre. Ce nouveau Premier ministre allait former un nouveau gouvernement et c'est ce nouveau gouvernement qui allait gérer la vacance au terme de l'article 149 de la version amendée de la Constitution. C'était ça la. Mais le président Martelly, qui n'a jamais abandonné ses velléités de rester au pouvoir jusqu'au 14 mai, a tout fait pour ne pas aboutir à cet accord. Et en fin de compte, l'évidence du 7 février arrive et le 5 février, comment gérer ce vide au niveau de la présidence? Le Parlement était rendu fonctionnel dès le mois de janvier 2016. À ce moment-là, au terme de l'article 149, qui prévoit cette forme de combler une vacance au niveau de la présidence, et les termes de l'article 98.3 de la Constitution alinéa 8, qui prévoit l'élection par l'Assemblée nationale de président provisoire, on a abouti à l'accord du 5 février 2016. Et c'est cet accord du 5 février 2016 qui renvoie à l'Assemblée nationale pour élire un président provisoire. Mais la démarche initiale n'était pas d'élire un président, c'était surtout de former un nouveau gouvernement qui allait gérer la transition
au terme de l'article 149 de la Constitution. Maintenant, prise de pouvoir, ça demande des constitutions d'alliance, de coalition avec des politiques et des groupes, des acteurs politiques avec des alliés et l'autre. Et moi, vitando sous comment ils construit et alliance ça, et particulièrement quid de cohabitation entre président et premier ministre avant nous prendre exemple de cohabitation avec M. Jean Charles. Bon, s'il est écrit dans les livres qu'on gouverne avec ses amis et qu'on administre avec des capacités, ce n'est pas quelque chose d'évident quand il fallait construire des alliances avec des acteurs politiques pour gérer un pays. Et les CV qu'on vous présente pour les personnes à nommer ne garantissent pas un savoir-faire évident, encore moins une capacité avérée pour les fonctions auxquelles ces individus sont appelés à assumer. Et pour moi, c'est une chose très dramatique de renoncer à ses propres critères pour nouer des alliances, ne serait-ce que pour faire ratifier son premier ministre. C'est pas quelque chose de facile. J'ai eu même à refuser de nommer des délégués départementaux proposés par certains de mes anciens collègues au Parlement qui n'ont pas complété 6 années de scolarité, 2 ans de scolarité au niveau secondaire. Or, le délégué départemental, c'est l'équivalent du premier ministre au niveau du gouvernement. Donc, il faut avoir du courage quand il fallait négocier des alliances avec des acteurs politiques pour former un gouvernement. Maintenant, sous question spécifique ça, et quid de cohabitation, selon la Constitution 87 là, entre ton premier ministre ou de cogestion, s'il vous plaît, entre ton premier ministre et ton président. Pour qui ça? À quelques exceptions près, relations sont toujours difficiles, toujours tendues. Ça que fait ça. La cohabitation entre un président et un premier ministre, il fait partie de, il est clairement établi à l'article 136 de la Constitution. Cette cohabitation peut être harmonieuse, tout comme elle peut être tendue. L'article 136 prévoit que le premier ministre pourrait sortir du parti majoritaire au Parlement, le parti détenant la majorité absolue. Dans notre histoire récente, nous pouvons jamais véritablement vivions cas d'un président élu et une majorité parlementaire qui lui est totalement hostile. Et m'a évoqué 3 cas. Et alors, le seul cas où il y a une cohabitation d'Acadie tendue, c'est 1996-97. Les élections de 95 avaient porté au pouvoir la plateforme politique La Valace Botabla. Ou rappelons Espoc ça. Plateforme politique La Valace Botabla. René Préval a été élu président. La plateforme Botabla a remporté une majorité au Parlement. Une fois les élus investis dans leurs fonctions, le parti politique, organisation du peuple en ligne, alors, organisation politique Lavalas, je reprends le mot, l'organisation politique Lavalas réclame la majorité. Comme il réclame la majorité, il lui revient la nomination du premier ministre. C'est ainsi que M. Ronnie Smart a été effectivement nommé premier ministre. Et c'est le seul cas de cohabitation difficile, je dirais tendue, entre un premier ministre et un président. Les autres cohabitations, que ce soit 2001-2004, il n'y a pas eu de cohabitation difficile. Le parti Famille Lavalas détenait une majorité au Parlement. 2006-2011, la plateforme L'Espoir avec René Préval président détenait une majorité au Parlement. 2016-2017, M. Jovenel Moïse détenait une majorité au Parlement. Le choix de leur premier ministre ne devrait faire l'objet d'aucune difficulté et la cohabitation
ne devrait pas être tendue. Mais pour qu'on est en politique, c'est une lutte d'influence permanente. Moins d'un an, moins d'une année avant l'investiture de Jean-Marie Chéristal comme Premier ministre, il y a eu déjà un vent de fronde entre son gouvernement et le Parlement. Il a été interpellé et a été forcé de présenter sa démission. Le Premier ministre Yvon Neptune, sénateur de la République, président du Sénat, appointé à ce même poste, a été ratifié et a conduit son mandat jusqu'au renversement du gouvernement. Donc, il n'y a pas eu vraiment de cohabitation difficile. Dans un autre cas, il est possible aussi, en l'absence d'une majorité au Parlement, que le président choisit le Premier ministre en consultation avec les présidents des deux chambres. Mais là encore, le président consulte les deux chambres et leur propose la personnalité qu'il souhaite nommer Premier ministre et les deux chambres lui renseignent sur les chances de ce Premier ministre d'être ratifié par les deux branches du Parlement. Le Parlement. Maintenant, nous faisons partie de ça, très pédagogique pour nous garder l'histoire et comprendre ce concept l'avait dit. Maintenant, à nous garder l'actuelle mise en place de conseil présidentiel et du président. Circonstances politiques, yo pas même, de toute évidence. Circonstances institutionnelles, yo pas même. Et nos situations pratiquement là, et de vide institutionnel par rapport à une série d'institutions, notamment le pouvoir et législatif. Et nous avons une situation sécuritaire qui est exceptionnelle par rapport à ça pendant au moins 3 ou 4 décennies dans le pays. Et je dis qu'il y a des difficultés. Et clairement, est-ce que vous pensez que transition ça a réussi avec cette formule que le gain là avec le conseil présidentiel de 9 membres et au premier ministre? Moi-même, moi, toujours répété, pas de rien qui justifiait que les acteurs politiques se sont entendus sur cette formule qui n'est prévue dans aucun article de la Constitution. Cette forme de gouvernance collégiale avec 9 conseillers présidentiels et un premier ministre. Par contre, moi dis, même genre que le conseil des ministres présidé par le premier ministre Ariel Henry et qu'a nommé un conseil présidentiel de 7 ou 9 personnes, il aurait pu aussi nommer un conseil des ministres. L'article 149 reconnaît au Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre, les attributs de l'exécutif. Le Conseil des ministres, sous la présence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif. Donc, il exerce tous les attributs de l'exécutif. Autant que l'exécutif peut nommer un Premier ministre, le Conseil des ministre, au lieu de nommer un conseil de gouvernement, il aurait tout aussi bien nommé un premier ministre qui se chargerait de former un nouveau gouvernement. Maintenant, ça fait déjà 8 mois que cette formule est devenue une réalité vivante. C'est le moment pour les membres de cette formule de cesser leur chicanerie inutile et aborder les vrais défis de la société. Les 8 dernières années, 2016-2024, il y a eu 3 investitures de présidents en République dominicaine. Or, pendant ces 8 années, nous n'avons investi qu'un seul président. Comment, avec une telle instabilité, les 3 présidents de la République dominicaine, ils ont procédé à l'investiture, à 3 investitures en l'espace de 8 ans. Or, nous-mêmes, pendant cette même période, nous n'avons pas investi à un seul président. Ça veut dire, renouvellement personnel, politique, là, qui fait partie même de la dynamique démocratique que nous avons choisi, nous pas décidé de respecter. Et comment, avec une telle instabilité au plus haut sommet de l'État, nous avons garanti le bien-être de nos concitoyens, quand notre seule ambition, c'est la lutte pour le pouvoir à travers une transition indéfinie. Il faut, en toute urgence, que cesse cette transition
défis de la société puissent être abordés par une autorité légitime, librement choisie par le peuple à travers des élections honnêtes, démocratiques et crédibles. Donc, il est temps de cesser cette position et d'organiser les élections, si j'ai bien compris. L'objectif fondamental de toute transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections. Maintenant, là, mon cap gardé l'État qui gagne un certain milliage, c'est par coup de correspondance que des différends sont abordés et des fuites dans la presse. C'est clair qu'il y a une lutte pour le pouvoir là et de querelles politiques entre M. Voltaire et M. Conny. Qui regarde ou porter sous conflit ça au plus haut niveau de l'État, M. Briguer? On me dit que les relations entre les deux chefs de l'exécutif, à savoir le Premier ministre et le Président, ne devraient pas faire l'objet de tant de conflits inutiles. Les responsabilités de chacun des têtes de l'exécutif, chef de l'État et chef du gouvernement, sont clairement fixées par des dispositions de la Constitution. Mais ça, nous avons souhaité que tout le monde rappelle. Constitution 87 là, les fait président entrer en campagne pour solliciter le support de la population, le vote de la population. Il fait des promesses, il prend des engagements. Malheureusement, il n'est pas habilité, à travers cette constitution, à mettre en œuvre lui-même ses décisions et la politique gouvernementale de la nation. C'est lui qui a dans l'élection, c'est lui qui fait campagne, c'est lui qui fait promesse, c'est lui qui fait engagement, mais pour implémenter engagement, pour le mettre en œuvre, il lui faut un gouvernement. Et le gouvernement, c'est pas lui qui le gère. Donc, il se trouve que premier ministre qui va mettre en œuvre politique publique, c'est le président qui le nomme. Et c'est d'ailleurs, et peut-être la seule décision que le président prend de sa propre signature. Donc, il ne devrait pas y avoir de conflit entre un président et le premier ministre qu'il a nommé. Et il n'y a pas non plus de subordination du premier ministre par rapport au gouvernement. Ça doit être clair pour tout le monde. Les premiers ministres ne sont pas des subordonnés du président de la République. Ce sont les deux têtes de l'exécutif. Même quand un premier ministre aurait déclaré qu'il rentre dans le bureau président avec l'idée pas, il sortit avec l'idée pas président, malheureusement, ça n'implique pas une subordination du premier ministre au président et encore faire du président le supérieur hiérarchique du premier ministre. Donc, pour moi-même, ça qui manquait entre les deux têtes de l'exécutif chamaille, c'est un minimum de sagesse et d'humilité. Un minimum de sagesse et d'humilité pour comprendre que les intérêts supérieurs de la nation doivent transcender sur les petites querelles de chapelle. Et m'a dit aux deux bagages. Les ministres des Affaires étrangères, de l'économie et des finances, de la justice, de l'intérieur, les délégués départementaux, les directeurs généraux de la CGI, AGD, PNH, mais ouais, difficilement un premier ministre qui a empêché un président entretenir des relations directes avec eux. Et me parle plus loin. Nous, le directeur général de la DGI, le président de la République me demande chaque après-midi de lui communiquer le montant des recettes perçues au cours de la journée à travers un fax. Vous pensez que m'a tellement senti moi proche président et puis m'pas communiquer premier ministre information, m'pas communiquer ministre qui sous tellement d'informations.
Deuxièmement, nous sommes ministre intérieur. Mes représentants au niveau des 10 départements géographiques du pays, ce sont les délégués départementaux. Je descends dans le bureau, et une machine, toutes déléguées à la cour du palais national. Ils ont été convoqués et sont en réunion avec le président de la République. Mais les autres sont en réunion. Ils n'ont pas vu dire ça, président dit. Ils n'ont pas vu dire qui instruction recevoir. Ou pensez que m'ka dit m'ka fâché avec le président parce que il a reçu les délégués en mon absence. Président de la République. Et je peux, en toute liberté, appeler un ministre, demander au ministre à le rencontrer et il a l'obligation de venir me rencontrer. Quitte à lui d'informer le Premier ministre que je l'avais invité à me rencontrer, mais qui instruction que m'bali et que instruction la rapporte au Premier ministre l'a exécuté. Donc, nous sommes en réunion avec le Premier ministre qui font Neptune. Le président m'appelle, Monsieur le Premier ministre, je m'excuse, le président vient de m'appeler, il demande à me rencontrer immédiatement. Je laisse la réunion avec le PM, je vais rencontrer le président. PM, non, on est que le fait plus comme chef, président Moïse me dit, non, j'informe mon Premier ministre et je me déplace pour aller rencontrer le président. Clairement, si j'ai bien compris, on parlait de humilité, sagesse, mais là, si j'ai bien compris aussi, c'est une question de sens de l'État qui serait à l'origine de ce conflit, parce que clairement, à vous écouter, il y a une tradition et il y a des dispositions constitutionnelles et légales qui établissent la séparation des zones, les prérogatives de chacun, si j'ai bien compris. Mais le président de la République, l'article 146, il assure le bon fonctionnement des institutions. Ça inclut aussi le gouvernement. C'est de la responsabilité du président d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Même quand le Premier ministre conduit la politique gouvernementale, mais c'est au président que revient la responsabilité d'assurer leur bon fonctionnement. Comment empêcher au président d'avoir accès directement à se charger de la mise en œuvre de ses engagements électoraux? Maintenant, là, nous parlons d'un schéma d'élection, nous avons une gouvernance et une spéciale. Maintenant, il y a des gens qui ont observé, qui ont regardé, qui considèrent que l'inculpation de 3 conseillers présidentiels qui appartiennent au corps qu'est le CPT fragilise le CPT. Et si vous aviez à gérer ça, quel aurait été votre comportement par rapport à cette situation, M. le Président? Et là, c'est un petit peu compliqué. Moi, je dis déjà que cette formule, je ne vais pas côté au joindre. À partir du moment où nous acceptons comme formule, nous sommes accord sous lui, on reconnaît à ces messieurs la jouissance des prérogatives qui leur sont données. Je ne vois pas comment, mais ça n'inclut pas que les faits qui leur sont reprochés, s'il y a des faits, ne relèvent pas des attributions du président. Parce que le président de la République a privilège de juridiction, je répète, le président de la République jouit du privilège de juridiction pour les crimes et délits commis dans l'exercice de ses fonctions. Si les crimes et délits commis ne participent pas de l'exercice des fonctions du président, la juridiction compétente, c'est la juridiction de droit commun. Maintenant, quand est-ce que la juridiction de droit commun peut intervenir? Et c'est là tout le débat. Du temps où le fonctionnaire exerce sa mission, il jouit de ce qu'on appelle une immunité politique, à moins qu'il soit surpris en flagrant délit. S'il n'est pas surpris en flagrant délit, il faut attendre qu'il laisse sa fonction, pour que les tribunaux ordinaires se saisissent du cas. Maintenant, je dis, et gain de prise de parole de la part de certains
secteur qui voit représenter, qui peut retirer confiance fort, soit inculper ou retirer dans CPA pour ne pas hypothéquer la transition. Ou faire des considérations juridiques, constitutionnelles et au plan politique. Et est-ce que d'après vous ou pas, présence M. Sao fragiliser cette transition? Même pas dire au plan politique, mais au plan moral. Ou qu'on le proverbe là, la femme de César ne doit jamais être soupçonnée. Des membres d'un conseil présidentiel qui gèrent les intérêts de la République devraient être des irréprochables. Maintenant, clairement, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la situation, ça, c'est des gens qui, comme Timbadou, Tadoué, font un geste de se mettre en retrait et permettre au secteur et d'intervenir et au Premier ministre et monsieur Voltaire, président CPPA, Ndakadi, essayer de redresser les relations pour enlever plus ou moins ce grève d'hypothèque qu'il y a sur la réussite de la transition qui inquiète de plus en plus aujourd'hui. Pour être honnête avec toi, moi pas intéressé à ce que dit l'accord du 3 avril. Ça qui intéresse, c'est la Constitution. Et me dit, au niveau moral, il y a un problème. Mais le départ de ces messieurs va ouvrir la voie à quoi? Et le risque de chambouler la transition est aussi visible. Or, comment est après 4 ans, on s'achemine vers 4 ans d'une transition, finalement, que nous prenons des décisions pour nous dire, on mettait fin à la transition ça à travers des élections. Or, toute initiative n'a pas. Si l'objectif, c'est d'assurer le lancement du processus électoral, très bien. Mais s'il s'agit, pour certains, d'asseoir leur pouvoir, d'être les seuls 5 ans, il était organisé une seule élection en 2015 que pas même conduit à terme. Alors que pendant son mandat, il devait en organiser 3. Le président Moïse est resté 4 ans au pouvoir. Il n'a organisé aucune compétition électorale, alors qu'il aurait dû en organiser 3. Monsieur Ariel Henry, la toute première fois que me rencontré, c'était le 19 juillet 2021. 3 jours avant la fin de avant la force de son premier gouvernement, me dit Premier ministre, vous êtes là pour une durée entre 12 et 18 mois. Il faut rapidement lancer le processus électoral. Le 2 janvier 2024, il me rend visite. Il dit Premier ministre, pas quitter mois de janvier à passer son pas formé conseil électoral là. Après 30 mois à la tête de l'exécutif, il y a urgence que soit amorcé le processus de la fin de cette transition. Or, que ce soit avec M. Martelly, je dirais même, avec le président Aristide 2001-2004, Michel Martelly, 2011-2016, Jovenel Moïse, 2017-2021, et Ariel Henry, les acteurs politiques, ils ont mené toute forme de bataille, toute forme de guerre, pays loc, manifestation, grève, pour forcer le gouvernement, pour provoquer les départs de ces présidents. Mais jamais sur la question électorale. Depuis 8 mois, pendant 3 ans, Premier Ariel là, où t'es jeunes tant d'acteurs pour vous parler de élections. Pendant 8 mois que sont passés là, les acteurs politiques, est-ce qu'ils ont parlé d'élections? Or, les élections, c'est pas seulement l'affaire du conseil présidentiel, du premier ministre, c'est aussi l'affaire des acteurs politiques, c'est la société civile, c'est la population. Tout le monde doit avoir un seul objectif, un seul cri, un seul complet, relancer rapidement le processus électoral. Je dis à ce qu'il nous faut pour ne pas hypothéquer la réussite de cette transition, c'est que chaque acteur dans la société a assumé sa part de responsabilité. Parce que si cette transition échoue, on fait
un saut dans l'inconnu. Et personne n'a qu'à imaginer ce qui se passait si rapidement nous pas monter toute volonté nous pour nous organiser élection dans le pays. Que c'est dans interview sur Magic 9 ou bien dans des conversations en background avec vous pour essayer de comprendre des réalités, on te dit nous que si nous allons dans le constitutionnel là, nous allons nous aventurer qui est dans jouer pour le pays. Et ou pas seulement dit qu'on dit ça, d'autres politiques nous vont parler publiquement qu'on dit nous faire aventure là, nous quelque part ouais ça nous paye comme prix pendant les derniers mois ça yo. Et là on se bat des mots qui semblaient pour moi des mises en garde très claires par rapport à sa capacité à plus douloureux que ça privé nous déjà. Là nous avons une hypothèse. Maintenant si M. Privert qui se dit là que une conversation avec M. Henry, qui est un président que nous sollicitons dans cette conversation ce matin là, t'as gagné pour lui parler avec M. Kony, t'as gagné pour lui parler avec M. Voltaire, en considérant que il y a cette situation de conflit au niveau de l'exécutif, en considérant qu'il y a une situation de guérilla urbaine, de violence terrible et absolue contre la population, des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, une douleur terrible dans des communautés qui victimes de massacres, économie écrasée, et il y a des gens qui sont des chefs de gang ou, si vous voulez, des leaders de guérilla, et Marie-Poune d'accord sur l'appellation tout à l'heure, là, qui préconisent la prise du pouvoir par la force. Et leur tableau, ça devant M. Privert. Et quels sont les augures pour l'avenir, premièrement, et deuxièmement, si vous arrivez à parler directement à M. Henry, à M. Voltaire et à M. Et Kony, qui sont à dire? Vous écoutez, Magic. La lettre que M. Kony a adressée à M. Voltaire, il y a deux informations qui interpellent. Il parle des 700 000 compatriotes haïtiens qui sont forcés d'abandonner leur domicile et de se réfugier dans des abris provisoires, dans des camps de fortune. Deuxième, lorsque je suis élu président en 2016, les informations qui me parvenaient, il y avait 3,5 millions de nos compatriotes en insécurité alimentaire. Quand j'ai posé la question, qu'est-ce qui est à l'origine de cette insécurité alimentaire? La réponse était que nous avons raté la campagne d'hiver. Ça veut dire quoi? Élection faite en août 2015, élection contestée d'août 2015 à janvier 2016, nous avons manifestation à longueur de journée. Aucune disposition n'a été prise pour relancer les cultures que traditionnellement nous faisons dans le pays de ça. Et arrivé entre février et mars, 3,5 millions de compatriotes en insécurité alimentaire. La lettre du Premier ministre elle-même parle de, aujourd'hui les informations laissent quoi? Il y a près de 6 millions de compatriotes haïtiens qui sont en insécurité alimentaire. Au moment de qui prédiction, qui opinion. Grand proverbe qui dit nous, chien gangou, pas jouer. Chien gangou, pas jouer. Je crois qu'il y a urgence à ce que les autorités politiques comprennent l'urgence de mettre fin à cette crise politique qui ravage le pays depuis tantôt 5 longues années et que le pays retrouve sa stabilité et que des investissements puissent commencer à être implémentés dans le pays pour offrir à nos compatriotes de meilleures conditions d'existence. Que diriez-vous, pardonnez-moi que m'insistez sur ça, que diriez-vous au regard
de la performance et de la conduite et du conflit de M. Kony avec M. Voltaire. Que diriez-vous à M. Kony? Que diriez-vous à M. Voltaire? Monsieur, faites preuve d'humilité, de sagesse pour comprendre l'éminente dignité de la fonction que vous occupez aujourd'hui. C'est l'intérêt de 12 millions d'êtres humains qui sont en jeu. Ils ne peuvent pas faire les frais de vos querelles inutiles. Je dis à gagner, regard qui posait ces deux dernières questions avant de nous remercier pour conversation. Ça, qui regard et ou côté ancien ministre de l'Intérieur et sous situation sécurité à gagner, observation claire que activité criminelle que nous avons regardé là, il n'y a pas relevé uniquement du droit commun et gagner des mots, notamment le Premier ministre qui utilise les éléments de la guerre, il a évoqué une situation de guérilla urbaine et gagner des revendications clairement politiques exprimées et assumées par des chefs de gang pour renverser par la violence l'ordre établi. Et d'après vous, comment même vous avez qualifié ça dans le livre là? Qui réponse qui adaptée? Et je dis à une nouvelle réalité politique, c'est la question de monsieur Trump au pouvoir, il a installé le 20 janvier. Et qui ça que t'as le devoir de maison nous au niveau diplomatique et sécuritaire? Précaution du Premier ministre Ariel Henry et que nous avons dit là, c'est justement pour éviter cette situation que l'on a aujourd'hui. Parce que l'absence d'opportunité, l'absence d'espoir, l'absence de rêve au niveau des couches les plus défavorisées de la société, et je dis, qui s'est agrandi avec les milliers de personnes dépossédées, les milliers de biens détruits, les centaines de milliers de personnes appauvries, qui créent une situation au bord de la révolte. Et ça ne fait que créer des candidats disposés à rejoindre les groupes armés. Donc, il faut rapidement mesurer toute l'ampleur de cette situation. Mais par contre, cette situation me dit que les préoccupante et c'est une population qui est prise en otage. Voilà déjà 4 ans. Comment sortir de cette situation? Vous parlez de guérilla urbaine. Vous parlez moins de comment le faire au niveau national. Depuis des années, grand pile rumeur articulé concernant l'infiltration des plus hauts responsables de nos forces de sécurité en collusion avec les bandits armés. Cette semaine, la police a arrêté un agent d'une unité spécialisée de la PNH avec 3000 cartouches dans la machine. Ça devrait nous interpeller quant à la capacité, même la disposition de nos agents policiers à affronter véritablement les gangs armés. S'il s'agit de la communauté internationale, m'a rappelé qu'au lendemain du 29 février 2004, avant même que les Nations Unies avaient décidé de l'envoi d'une force de maintien de la paix en Haïti, la MINUSTA, il y a des contingents de 4 armées venant de 4 pays différents qui étaient déjà présents sur le territoire. La force multinationale intérimaire composée des armées françaises, canadiennes, américaines et chiliennes. Alors que la situation aujourd'hui est de loin plus dramatique que celle qu'on a eue en 2000. Et pourtant, la réaction de nos amis de la communauté nationale est bien différente. C'est pour moi le moment pour les Haïtiens de comprendre que la gestion du pays, la transformation de ce pays est de leur seule et unique responsabilité. On peut toujours avoir accès à l'assistance internationale, mais la décision nous revient. La décision de construire notre pays, de la transformer et de permettre à nos concitoyens de vivre décemment
j'aimerais dire, de vivre tant qu'au monde, c'est pas à nos amis de la communauté nationale qu'il faut s'attendre. C'est à nous de nous serrer les coudes et travailler pour le bien-être de nos concitoyens, comme l'exige la Constitution. Moi comprenons, en dernière question en 30 secondes. Et M. Trump va être investi le 20 janvier au niveau diplomatique. Et comment Haïti t'a repositionné, nous avons un moment là de grande tension, en tout cas, des mois après une année là maintenant, de grande tension avec la République dominicaine. Et ces deux dossiers-là, comment, selon vous, les aborder au plan de la politique étrangère d'Haïti? Moi toujours répété cette phrase du professeur Grégoire Eugène. Toute nouvelle. On peut tout faire pour Haïti sauf changer sa géographie. Haïti a une frontière commune avec la République dominicaine. Les États-Unis sont à 1 temps et demi d'Haïti et est le premier partenaire d'Haïti. Comment Haïti doit pouvoir définir ses relations avec ces deux pays? Il nous faut une nouvelle dynamique dans nos relations avec ces deux pays. Une dynamique empreinte de respect, mais aussi d'avoir des gens disposant de la capacité à bien mener la diplomatie haïtienne. Merci un peu pour conversation ça. Je nous dis là, c'est première non série, n'a parlé avec d'autres monde qui ont fait des expériences de gestion de pouvoir pendant la transition pour nous garder qui ça apprendre comme leçon et qui ça qu'à partager en façon pour que nous alimenter la conversation nationale là sur ce sujet en soulignant les risques qui sous tête là que ça déraille et gravité ça a gagné pour population qui déjà et dans une situation extrêmement difficile donc pour éviter que mon Acadien mon créole c'est sous clou. Passons un bon week-end et une bonne journée monsieur le président. Merci parce que vous êtes Merci cher ami, tout le plaisir est mien. Bye bye.